toi, tu viens de l'armée. Ouais, exact. Donc, comment on passe de l'armée à l'immobilier? Je faisais un barbecue avec mon voisin et en fait, il invite un agent immobilier. Il propose mon projet et en 30 minutes, je lève 500 000. Je suis vraiment focus sur l'accompagnement. Parce que pareil, ça vient de l'armée. À l'armée, on faisait du mentorat pour les armées étrangères. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, Les Experts de la Pierre. Aujourd'hui, on va parler avec mon invité de marchand de biens. Bonjour à tous. Donc déjà, bienvenue Maxime. Ouais, bonjour. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Ouais, et on va parler un petit peu de toi. Je mets en avant, on en a parlé un petit peu, mais je mets en avant un petit peu les gens qui font de l'immobilier en France, qui font un peu bouger les choses. Donc on a reçu dans le premier épisode, c'était Carole et Loïc qui travaillaient en couple, qui avaient monté un petit peu leur structure. Ils ont fait du locatif puis du marchand. Toi, tu viens d'un univers un petit peu différent. Donc, vous avez vu sur le podcast, on démarre direct. Il y a pas de, on démarre direct. Donc, la question que j'ai, la première question, c'est avant de te présenter, c'est déjà faire un petit peu à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est un petit peu ton parcours, d'où tu viens, parce que tu as un parcours un petit peu atypique. Toi, tu viens de l'armée. Ouais, exact. Donc, comment on passe de l'armée à l'immobilier? C'est quoi le délire? Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Parce que je crois que tu as commencé l'armée assez jeune. Ouais, exactement. Alors moi, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants. J'ai commencé mon parcours professionnel à 17 ans. En fait, à 17 ans, j'étais passionné par le milieu militaire, etc. depuis mes 12 ans à peu près. Et donc, j'ai toujours voulu être militaire. Ouais. Je pense que ça vient de mon grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et l'Indochine. Quand il me racontait un peu ses histoires, etc. Je pense que ça m'a donné vraiment une appétence pour ça. Et du coup, j'ai décidé à 17 ans, j'ai dit, voilà, je m'engage pour les chasseurs alpins, du coup. Okay. Parce que moi, je suis dans la région d'Annecy. Yes. Et voilà, j'ai voulu partir à Bourg-Saint-Maurice, au 7e bataillon de chasseurs alpins, du coup, pour changer un petit peu de... Ça reste dans la même région, mais je voulais changer un peu de ville, voir autre chose. Et vraiment, Bourg-Saint-Maurice, on est en pleine montagne. Enfin là, au niveau montagne, on est the place to be, quoi. Tu vois, le ski, etc. Voilà. Donc, et moi, j'ai grandi du coup en station à Manigot, donc sur les hauteurs d'Annecy. Okay. Mes parents avaient un restaurant d'altitude et tout, donc le ski, la montagne, etc. Ça m'a toujours passionné et du coup là je pouvais en faire mon métier en fait. C'était vraiment en symbiose. Et du coup je m'engage à 17 ans et demi au 7e bataillon de chasseurs alpins. C'est mon père qui signe, je m'en rappelle, les papiers au CIRFA. Ouais. Et derrière, après, j'ai ma formation de 6 mois. Et après, je suis assez vite engagé en mission parce que je pars. Alors, premièrement, je pars en Norvège. On fait un stage d'aguerrissement au froid, etc. Et après, j'enchaîne. Ouais, c'est bien la Norvège. Ouais, sympa. Ouais, dans le Nord, en plus, vraiment. Mais pour un stage de froid, ouais. C'est logique. Pour partir 4 mois après au Liban. Donc, on fait moins 35, plus 35, quoi. En gros, moins logique. Mais bon, c'était une opération qui n'était pas prévue. On va évacuer des ressortissants français parce qu'il y a un conflit entre Israël et le Hezbollah. Donc voilà, déjà à l'époque, on parle 2006 là, donc on voit que ça se répète, hein, c'est toujours la même chose. Et du coup après j'enchaîne plusieurs opérations, plusieurs missions à l'étranger, j'en fais 5 en tout. Donc voilà, j'arrête l'armée en 2012. Donc 6 ans ouais, un peu plus de 6 ans, ouais, c'est ça, ouais, 7-8 ans presque. Donc voilà, je bougeais 4 à 6 mois par an. Voilà, donc la dernière opération, c'était l'Afghanistan. On a eu quand même pas mal on a eu des blessés, etc. Enfin, ça a été assez éprouvant. Donc cette opération-là, je me suis dit bon, là j'ai fait le tour, j'ai usé mes 9 vies et du coup je vais faire un truc un peu plus cool, un peu plus calme. Ouais, un peu plus calme, tu vois. Et je voulais avoir des enfants aussi, et puis je pense que c'était pas compatible, voilà, la vie de famille, avoir des enfants et partir en opération comme ça, risquer sa vie, etc. Je pense que c'est compliqué vis-à-vis de ma compagne et tout, donc voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter en 2012. Ouais. Et là, je suis parti dans la sécurité privée en Suisse parce que du coup, vu que j'habite à Annecy, la frontière suisse est à côté. On est à 45 minutes, 1 heure de Genève. Et du coup, voilà, je suis parti dans la sécurité armée, etc. Donc, j'ai fait une bonne carrière là. Après, je suis passé directeur sécurité pour une marque de luxe en Suisse. Et voilà. Donc après, je suis arrivé à Limo vraiment par hasard. Ouais. Je suis arrivé à Limo, en fait, c'est tout bête, mais je faisais un barbecue avec mon voisin et en fait, il invite un agent immobilier, puis on se plaignait que notre terrain constructible, notre terrain, enfin, était trop grand pour tondre la pelouse et tout machin, et l'agent immo se rend compte que le terrain est constructible, tu vois. Donc on avait genre 1500 mètres carrés
de terrain. Et du coup, on décide de faire une division parcellaire avec mon voisin. Vraiment comme ça, un peu. Ça, c'est le côté un peu militaire, c'est-à-dire on nous donne une info tout de suite, pam, on enchaîne, tu vois, on implémente, on regarde, on processe et après on y va, quoi. Il n'y a pas la peur de passer à l'action. Quand tu as fait ce qu'on a fait à l'armée, c'est vrai que pour le coup, on est assez. Et du coup, je motive mon voisin, il se nourrit un peu de mon passage à l'action, tu vois. Et go, on le fait. Et en le faisant, du coup, on génère 180 000 euros chacun de plus-value, quoi, sur un terrain divisé comme ça. Donc, on se garde 750, on s'était gardé 750 mètres carrés de jardin et il restait un détachement parcellaire de plus de 700 mètres, quoi. Il y avait un accès, en fait, un chemin qui accédait et tout. Donc, vraiment, ma première opération de marchand de biens sans le savoir. Okay. J'arrive chez le notaire, moi, tu sais, dans mon esprit, ouais, je vais enchaîner, quoi, tu vois. Je me dis, ouais, je vais acheter Annecy, quoi. En gros, c'est facile. Ouais, en gros, je peux en faire plein. Ouais, je me dis, ouais, c'est trop bien, quoi. Et là, mon notaire me dit, attention, c'est une opération de marchand de biens. C'est réglementé, il y a des problèmes avec la TVA. Après, si vous faut passer en professionnel parce que sinon vous allez être requalifié marchand de biens en le faisant à titre personnel, en résidence principale, etc. Du coup, il m'explique un petit peu. Et là, je me dis, ah ouais, ok, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Bah, la France, comme d'habitude. Tu vois. Et du coup, là, je me renseigne un peu sur les formations, voilà, il m'avait dit de me former, quoi. Ouais. Et j'en viens à arriver à la formation à suivre Yann, en fait, sur YouTube, parce qu'il expliquait comment faire du marchand. Et il lançait, il n'avait pas encore de formation, mais il lançait une formation de l'incubateur. Ouais. C'était fin 2021, de mémoire. Et du coup, là, je décide de prendre la formation de l'incubateur marchand de biens pour vraiment me structurer et me cadrer. Et voilà comment j'en suis arrivé, en fait, un peu par hasard, avec des histoires de vie au marchand de biens, quoi. Le truc n'a rien à voir. C'est bien parce que tu as sauté quasiment 4 questions. Tu me les as fait à la suite. Ouais, c'est tout. Tu voulais les faire en... Non, mais tu m'évites de travailler. Donc, écoute, ça me va. Hein. J'allais dire, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de vie? Bon, là, tu l'as expliqué. Et ta première opération, donc tu l'as enchaîné, donc c'était bien. Je vais revenir un petit peu sur le côté de la première opération, pardon. Donc, la première opération, comme tu disais, c'est un peu arrivé par hasard. Ouais, exactement. Ok, donc tu n'as pas vraiment cherché. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment tu as réussi, tu expliquais un petit peu rapidement, grâce à ton passé de militaire, comment tu as pu passer rapidement à l'action, parce que je suis quasiment sûr que si je donne l'information à 90% des gens, ils me disent, ouais, ton terrain, tu peux le découper, tu peux faire la division parcellaire. Déjà, la division parcellaire, déjà, j'ai perdu la moitié des gens. Ouais, c'est clair. Ouais, j'avoue. Tu vois, comment ça s'est imbriqué, parce que tu n'étais pas du tout... Ah non, moi je connais. Dans l'IMO, tu connaissais rien. Aucun réseau, je connaissais rien vraiment à l'immobilier, etc. J'avais pas de locatif, j'ai jamais fait de locatif, voilà, et j'en fais toujours pas d'ailleurs. Ouais. Mais vraiment, en fait, je pense que de mon point de vue, on relativise beaucoup par rapport à ce qu'on a vécu quand on est militaire. Et ça, on s'en rend pas compte quand on est militaire. On est dans notre bulle. On pense que ce qu'on fait, tout est normal, etc. Puisque c'est ce qu'on nous a appris à faire, en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense sincèrement qu'on est. Après, on relativise dans le civil. On est là, on se dit, qu'est-ce que c'est un terrain à diviser. Enfin, je veux dire, une fois que tu as combattu, etc. Ouais, personne va mourir. Mais voilà, il n'y a pas de mort, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est comme quand je travaillais dans le luxe, tu dis, on vend des sacs à main, quoi. Calmons-nous. Tu essayes de t'as cet aspect un peu tranquille, zen, qui rassure un peu tout le monde, tu vois, où tu dis, bon, le gars, ça détend un peu l'atmosphère. Ouais. Et nous, on voit un peu ça comme avec notre esprit, où on se dit, bon, c'est que de l'immobilier, c'est que, voilà, au pire, ça foire, c'est pas grave. Ouais, c'est que du terrain, c'est que du terrain, c'est c'est de la pierre, et il n'y a pas mort d'homme, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je pense que c'est ce côté-là qui fait qu'on arrive à passer à l'action. Et aussi, le fait que ça soit processé, tu vois, que ce soit cadré. Nous, ça rentre dans un cadre, et on aime ça, quoi. Tu vois, à l'armée, on apprend un cadre, on apprend des procédures. Tout est sous couvert d'une procédure. Ouais. Et le marchand de biens, c'est un peu ça, quoi. C'est je vois, la procédure. Ce que tu expliques, ce qui est important, c'est que la majorité des gens commencent par le locatif. Exact. Commencent locatif, et arrivent généralement à un plafond et vont aller chercher du marchand de biens. Donc, il y en a qui cherchent à scaler, qui font de l'IMO, du locatif, qui veulent scaler. Donc, le marchand de biens, c'est la suite logique. Ouais, c'est l'étape d'après. Toi, tu as commencé direct et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler dans le débat politique français. Est-ce qu'il faut remettre le service militaire en France? Mais on voit que avoir un cadre, avoir une structure, en fait, la discipline. Exactement. On en revient à la discipline. Quelqu'un qui est discipliné,
Même s'il n'a pas les compétences, même s'il n'a pas le savoir-faire, s'il suit les règles, il suit les process, il y a quand même de fortes chances d'y arriver. Donc c'est vrai que nous qui accompagnons beaucoup de gens, ce que les gens cherchent en priorité, c'est quand même la discipline, quoi. Oui, exactement. Discipline et le cadre. Ça, c'est vraiment... Et le métier de marchand de biens, ça te permet vraiment d'avoir un cadre. Et ça, c'est hyper intéressant et ça marche bien avec la formation, du coup. Parce que tu peux former des gens, tu peux les accompagner, tu suis un process. Tu pars pas dans tous les sens, tu vois. C'est pas l'entrepreneur qui veut lancer un business qui a jamais existé, tu vois, etc. Ce qui est très bien, hein, mais moi, j'ai jamais réussi à avoir cette vision-là, tu vois. Je suis pas créatif, je suis vraiment pragmatique. Et ce côté-là, en fait, ça me rassure. Et je peux performer dans un cadre. Et voilà. Au moins, on part pas dans tous les sens. Et je trouve que c'est vraiment l'avantage de ce métier. Et ça colle bien avec la formation et avec l'accompagnement. Contrairement à l'entrepreneuriat où on peut partir partout, quoi. Et tu penses que, parce que la question que je voulais te poser, c'est pourquoi avoir fait directement le marchand et pas le locatif? Parce que dans l'esprit des gens, ça fait peur, le marchand. Comme tu le disais, c'est une activité qui est quand même réglementée. Enfin, tu es un professionnel de l'immobilier. Ouais. Demain, tu fais du locatif, tu as un problème. On t'en voudra moins, si vous voulez que je vous le dise un petit peu comme ça, plus technique, en le vulgarisant, c'est qu'on t'en voudra moins en faisant du locatif. Demain, je sais pas, t'as un problème avec ton locataire ou t'as une petite connerie. Bon, t'es pas professionnel de l'immobilier, t'es pas pénalement responsable. Demain, tu es marchand de biens, tu es considéré comme un professionnel de l'immobilier, donc tu es pénalement responsable. Donc, qu'est-ce qui t'a... Toi, on a compris que c'était l'occasion qu'a fait le larron. Oui, t'as eu l'OP, mais t'aurais pu dire non, je le fais pas et attends, on va faire du locatif. Je pense que déjà, faut avoir moi, j'ai le mindset d'entrepreneur. Ça, c'est vraiment, j'ai toujours eu cette fibre-là et tout, parce que le défaut, c'est que les gens pensent que le marchand de biens, c'est comme le locatif, c'est de l'immobilier, etc. Marchand de biens, tu es entrepreneur. Tu gères ta société. Comme tu dis, tu as des responsabilités. Les financements ne sont pas du tout pareils. C'est des financements pro. Et puis, tu dois créer des structures. Tu dois faire des levées de fonds. Moi, je parle des fois avec des chefs d'entreprise qui ont des employés, qui ont 50, 100 employés. Ils n'ont jamais fait de levée de fonds comme ça en cash, ils n'ont pas fait de structuration avec des SPV, ils n'ont pas une structuration holding avec des... Enfin, je parle avec eux, je me dis, même eux me disent, waouh, en fait, tu as une vision vraiment entrepreneuriale et ils s'attendent pas à ça, en fait. Mais je leur dis, mais le marchand de biens, c'est être entrepreneur. C'est vraiment... et du coup... c'est toute la différence. Quand tu es dans le locatif, tu es investisseur, c'est différent. Donc tu peux, déjà tu as moins de risques parce que comme tu dis, tu n'es pas professionnel. Et deuxièmement, si tu te loupes sur tes chiffres, en fait, tu as 20 ans de crédit. Donc, tu as 20 ans pour lisser ton erreur, entre guillemets, tu vois. En marchand de biens, ton crédit, c'est 1 an renouvelable, tu vois. Donc, et puis, c'est pas renouvelable à vitam aeternam, c'est 2 ans en général. Tu as un engagement de revente au bout de 5 ans. Donc, tu as une pression, en fait, tu vois. C'est pas, tu t'es loupé, on verra dans 10 ans, j'aurais pu amortir un peu mon crédit, l'immobilier va monter, j'espère revenir un peu à flat, quoi, tu vois. Là, non, c'est tu te loupes, quoi. Donc, moi, j'aime ça parce que justement, c'est dans mon mindset, tu vois. Mais après, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se lancer comme ça. Donc, c'est vrai que des fois, c'est peut-être mieux de partir sur du locatif et de faire ses preuves un peu avec les travaux, etc. et de basculer en marchand de biens. Je dis pas que c'est mon parcours et c'est la meilleure voie, mais en tout cas, c'est ma voie parce que j'ai ce mindset-là. C'est ça, par rapport à ton expérience. Voilà, comme tu le disais, c'est que on voit souvent le marchand de biens comme quelque chose de ultra lucratif, et c'est vrai. Il y a énormément de rendement, mais c'est toujours pareil. Risque, rendement. Plus vous avez de rendement, plus vous avez de risque. C'est toujours pareil. Ça marche de la même façon. La question que j'avais, la prochaine question, c'était je me posais, c'était de dire, OK, t'as commencé comme ça la division parcellaire. Le projet est allé au bout déjà? Ouais, bien sûr. T'es allé jusqu'au bout et tout? Clairement. Ça, et à ce moment-là, tu t'es dit, OK, j'ai envie de continuer. J'ai envie d'acheter tout Annecy. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as eu le blocage? En fait, vu que j'avais cette fibre entrepreneuriale, je me suis dit, waouh, là, j'ai trouvé un business cadré, etc., qui me correspond et que je peux scaler, je peux enchaîner, etc. Voilà. Et donc, du coup, après, j'ai monté tout de suite une société. Grâce à la formation de l'incubateur, j'ai eu ce cadre. Voilà. Et après, j'ai enchaîné sur d'autres projets en société. Parce que celui-là, c'était à titre personnel. Donc là, maintenant, je suis passé après marchand de biens vraiment professionnel, etc., tout en travaillant à côté. Parce que je m'étais dit, je me lance tranquillement, etc. Voilà. Mais l'IMO, ça arrivait comment? Parce que t'as cette partie-là, mais tu t'intéressais déjà à l'IMO quand t'es rentré de l'armée ou c'est vraiment... Non, pas du tout. Je suis vraiment arrivé, j'ai eu cette occasion-là, j'ai saisi l'opportunité.
Mais regarde tous les parcours entrepreneurial des gens à succès, etc. Tu regardes souvent, ils saisissent une opportunité. Tu vois, et c'est ce que les entrepreneurs disent. Il faut s'ouvrir aux opportunités. Il faut être ouvert. Tu le dis tout le temps. Il faut aller faire des barbecues. Voilà, exactement. Et puis il faut discuter, tu vois, discuter un peu avec les gens, être ouvert. Tu le dis tout le temps. Soyez ouvert avec les autres et tout. Et là, voilà, et saisir l'opportunité. Voilà, là je l'ai saisi. Il s'avère que tout s'est bien passé et du coup ça m'a lancé dans. Et tout de suite après, tu t'es dit ok, faut que je me forme. Voilà, exactement. Bah oui, formation. Ça c'est le côté militaire. Ouais. Nous, on part pas en opération sans être formé. Je veux dire, un militaire, il est ultra formé. Ça coûte de l'argent à l'armée, mais enfin énormément quoi. T'as des tours en hélico. Enfin, je t'en passe. Le nombre de cartouches qu'on tire, les déplacements à l'étranger pour se former. Tu vois, la Norvège, tu pars 1 mois en Norvège. Tu te formes, bah c'est 1 mois, c'est l'armée qui paye, quoi. Enfin, tu vois. Donc, du coup, toutes ces formations-là, ça coûte de l'argent, mais tu montes en compétences, comme l'immobilier. Enfin, ça, c'est bien, parce que ton parcours, tu as aussi appris que la formation, c'était important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à l'idée de se former. Ouais. Donc là, dans ton parcours, déjà, dans le début, il y a 2 choses qui sont hyper importantes. C'est déjà s'ouvrir aux autres, discuter. Ouais. Parce que si tu discutes pas, tu n'as pas les opportunités. Exactement. Et 2, se dire, OK, là, j'ai l'humilité de me rendre compte que j'ai eu de la chatte, j'ai eu de la chance, tu vois. Ouais, j'ai trouvé un truc, tiens, comme par hasard, on est assis sur un puits de pétrole. Ouais. La vie est belle. Ça, la vie est belle, on a le terrain. 180 000 balles à rattraper. Il y a 180 000 euros à aller chercher, tiens, juste à couper hors de le terrain. Là. Ouais. Ouais. Je schématise, mais c'est ça. Mais comment, voilà, c'est tout de suite après de dire, OK, là, j'ai un truc, là, il faut que je duplique, là, il faut que j'aille plus loin. Et du coup, ça a été quoi ton opération après le terrain? Alors, ta vraie opération? Ma vraie opération, c'est celle que je considère comme une vraie opération de marchand de biens, parce que avant, pour moi, c'est la résidence principale, ça compte pas. Donc, ma première opération de marchand de biens, c'est une maison que j'ai trouvée qui était divisée en appartements. Donc, sur la commune d'Annecy. Donc c'est une maison qui était déjà toute divisée en appartements avec les compteurs électriques, eau. La personne avait rénové les appartements en 2016. On était en 2022. Donc du coup, la réno était plutôt récente. Ouais. Vue sur le Parmelan, qui est une montagne de là-bas, avec des extérieurs pour chaque appartement, les parkings qui vont bien, les stationnements, tout ça. Donc vraiment super OP. J'arrive là-dessus et j'étais même un peu étonné. J'ai dit, l'OP est trop belle. Enfin, il y a un truc qui joue pas. Et là, j'étais pas à l'aise et je me suis dit mais c'est pas possible, faut que je trouve enfin voilà, ça peut pas être si facile. Ouais. Et du coup, j'en parle au comité projet qu'il y a dans l'incubateur marchand de biens. Donc je présente mon opération au comité projet et là même le comité projet a dit bah c'est une pépite quoi, faut y aller. Donc là je me dis bon, comité projet qui valide, ce qui m'a rassuré en prenant la formation, tu sais, je me suis dit bah là j'ai quelqu'un quand même qui valide mon OP et je me rappelle ils s'étaient même déplacés pour voir l'OP. Vraiment tellement elle était cool quoi, tu vois. Et du coup ils se déplacent, ils regardent l'OP, ils disent ouais non faut y aller. Donc moi j'avais déjà fait l'offre, hein, bien sûr, j'avais bloqué le bien tout de suite. Après vous avez 14 jours de rétractation, donc ça m'a permis de le mettre en comité projet, etc. Et je fais cette OP, donc je divise les appartements, donc je fais venir un géomètre, il fait la division administrative, puisque physiquement les appartements étaient déjà divisés dans la maison, et derrière administrativement, au lieu que ça soit une maison, ça devient 3 appartements. Voilà. Et derrière, je vends appartement par appartement. Donc, au niveau des chiffres, j'achète la maison, tout compris avec la division, etc., 700 000 euros. Et je revends 1,40 million de chiffre d'affaires voilà, donc sur l'opération. Donc, 340 000 euros de marge. Et sur cette opération-là, voilà, j'ai dû lever des fonds. Parce que moi, bah, j'avais ces fameux 180 000 du terrain que j'avais récupéré. J'avais un peu d'argent de côté de l'armée que j'avais coffré. Donc, j'avais que 200 000 euros. Quand je suis arrivé en banque, la banque, elle me dit, il n'y a pas de souci, on te finance. Et en fait, d'un coup, augmentation un peu des taux. Tu sais, il y a eu un peu... Et là, ils s'étaient dit, j'avais fait une bonne année, etc. Ils avaient fait une bonne année et tout. Donc, ils se disent, bon, t'es jeune opérateur, on ne te finance plus. Mais à 3 semaines, néo-marchand, chaud. Donc, à 3 semaines d'acheter la maison. Alors que c'est une super OP. Et là, je dis au comité, j'appelle le comité projet, je dis, écoutez, j'ai une épée qui me tombe là-dessus, ils me financent plus, quoi. Et ils m'ont dit, tout zen, et c'est là où c'est bien d'être dans un réseau et d'être encadré, parce que là, même t'as beau être militaire, tout ce que tu veux, là, en termes de mindset, c'est chaud, quoi. Parce que ça l'a fait mal. Ouais, ça l'a fait mal. Honnêtement, parce que moi, j'avais déjà l'argent dans ma tête sur mon compte. Hein. Tu vois, moi, l'Opel était déjà revendue. Déjà la prochaine, quoi. Bah voilà, en fait, moi, j'étais dans mon état d'esprit, j'étais déjà passé aux 3-4 OP d'après, quoi, tu vois. Et là, d'un coup, je me retrouve, bah, je fais pas l'OP. Là, je fais waouh. Et du coup, on lève, je demande 500 000 euros.
J'avais besoin de 500 000 Ouais, le euros. comité projet te dit, Voilà. attends, on fait-le dans l'incubateur, propose ton projet, on sait jamais. Exactement. Donc le comité projet m'aide à proposer à structurer mon projet, à le proposer. Il propose mon projet et en 30 minutes, je lève 500 000. J'ai 2 personnes à 250 000 qui m'écrivent et ils me disent on veut partir, sans compter le nombre de personnes qui m'ont écrit après. À qui t'as dû dire non? Ouais, à qui j'ai dû dire non. Du coup, j'ai créé de la frustration. C'est bien. Première fois que... Et du coup, là, ça m'a ouvert l'esprit. Vraiment, cette expérience-là, je dois le dire, où je me suis dit, OK, parce qu'on a beau te dire, l'argent n'est pas un problème dans l'entrepreneuriat. T'entends ça partout. Tu sais, dans les gens qui sont dans le business, l'argent, c'est secondaire, c'est le projet qui compte. On a beau te le dire, honnêtement, tant que tu l'as pas vécu, Ouais. la barrière, elle est là. Tu vois. Et là, d'un coup, je me dis, on lève 500 000 euros en 30 minutes. Enfin, je reçois 2 messages de 2 gars qui sont prêts à les mettre et c'est incroyable, quoi. Et du coup, je me suis dit, la barrière de l'argent saute. Donc là, ça a été une expérience vraiment très impactante pour la suite de mes opérations de marchand de biens, parce que tout de suite, la barrière de l'argent a été levée grâce au réseau de l'incubateur, et là, ça m'a permis, après on va en parler, d'être là où j'en suis. Mais donc, je lève ces fameux 500 000 euros, on fait l'opération, et derrière, on déboucle comme il fallait, etc. C'était combien de temps après le terrain, ça? Combien de temps après le terrain? J'ai fait mon terrain en 2021, donc j'ai fait l'opération, j'ai trouvé l'opération 5 à 6 mois après. Ouais. Ok. Et c'était 4 mois après être rentré dans l'incubateur. Ouais, donc voilà, j'ai mis 4 mois, le temps de faire la formation, de commencer à prospecter, parce que je partais de zéro en immobilier. Hein. Je vous rappelle que je connaissais rien. Ouais, t'as pas fait locatif, hein. Non, j'avais aucun réseau d'agents immobiliers, donc j'ai dû aller me présenter, poser des cartes, faire des prospections dans les agences. Voilà, et qui ont une liste de marchands de biens long comme mon bras, c'est déjà présente, tu vois. Ah, surtout dans ta région. Ouais, surtout dans ma région, tu vois, t'imagines bien. Donc du coup, voilà comment j'ai trouvé cette première opé. Ouais. J'ai prospecté, j'ai enchaîné. Ouais, c'était ma question justement pour les gens qui nous écoutent, parce que avant d'arriver au problème du financement, il y a déjà le problème du bien. C'est comment tu fais pour trouver des biens, quoi. Alors, l'étape la plus importante, c'est la prospection, parce que tu n'as pas de réseau. Donc du coup, premièrement, tu identifies toutes les agences immobilières de ton secteur. Ça sert à rien de partir à 150 km de chez toi. Ouais. Tu fais les agences de ton coin, de ton secteur. Tu dois premièrement identifier le type de bien que tu veux faire. Le type de bien, c'est le plus important. Parce que quand tu vas aller voir l'agent IMO, si tu pars dans tous les sens, qu'est-ce que vous cherchez? Un bien rentable. Il va t'amener tous les biens pourris qui traînent depuis 5 ans. Voilà, il va te les amener. Donc voilà, c'est pas les biens intéressants. Les corps de ferme à rénover complètement, tu vas les avoir. Enfin, tous les trucs qui sont pas intéressants. Donc, faut identifier le type de bien que tu cherches. Moi, par exemple, c'est maison divisée en appartements ou maison avec terrain constructible. Pourquoi? C'est les 2 choses que j'ai faites. Donc, tu vois, je vais pas chercher plus loin. C'est 2 choses que je maîtrise. Ensuite, tu vas faire la prospection en agence, tu vas avoir tous les agents de ton quartier, tu vas dire, voilà, moi, je cherche tel type de bien. Donc, 2 types de biens. Donc, quand ils notent déjà, ils sont focus sur 2 types de biens. Et ensuite, tu vas après faire des visites pour rien, pour aller toucher les agents mandataires. Parce que les mandataires immobiliers, ils n'ont pas d'agence physique. Tu peux pas aller les prospecter. Donc, soit tu les appelles, tu vas boire un café avec eux, c'est plus compliqué parce que le gars boit un café, il te connaît pas et tout. Soit tu vas les accrocher en visite. Donc, tu vas faire des visites pour rien, tu vas discuter plus avec eux que parler du bien. Il va te trouver sympa, il va te dire, j'ai un autre truc que je viens de rentrer, ou tu vois, il va te faire une autre visite plus intéressante, etc. Et tu vas tisser un lien avec lui. Voilà. Et donc là, tu as un peu structuré ton réseau. Donc, ouais. Et après, tu enchaînes les visites un petit peu, par-ci, par-là. Et derrière, tu te fais la main aussi sur les études de projet en faisant des visites. C'est pas des visites pour rien. Parce que quand tu vas faire ton étude, ton bilan et tout, tu vas dire, OK, voilà comment il faut que je regarde, voilà ce qu'il faut que je fasse et tout. Enfin, tu vois, vraiment là, tu montes en compétences énormément en étudiant pour rien. Et après, pour être prêt le jour J ou quand tu as la pépite qui débarque, hop, là, tu es prêt. Tu sais étudier ton projet, tu sais faire correctement ton bilan prévisionnel dans le tableau Excel, tu sais mettre un projet en audit, tu as déjà fait ton réseau. Donc là, tu es prêt à acheter, à poser ton offre. Tu vois. Il y a tout un process, tu vois. Ouais, tu peux aller beaucoup plus vite. Exactement. Mais l'important, ce qu'on dit tout le temps, c'est que il y a des métiers comme ça qui s'apprennent pas en virtuellement, il faut être sur le terrain. Ouais, clairement. C'est que du réseau, de l'agent IMO, tu rentres dans un monde où personne t'a attendu. Les marchands de biens, peu importe la région, hein, moi qui est un peu bourlingué en France, même dans les petits patelins, tu as des marchands partout. Donc aujourd'hui, c'est que si t'es pas sur le terrain et que tu montes pas une vraie envie, une vraie appétence pour faire ça, l'agent IMO, comme tu dis, il va te présenter tous les trucs qu'il n'arrive pas à vendre. Clairement, Et tiens, tu veux pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Le truc que j'ai montré à 10 marchands qui n'en veulent pas, et toi, t'es le 11e. Le 11e va le prendre. Peut-être que le 11e qui est néo-marchand, il va se planter dessus, quoi. Donc là, c'est important d'être bien entouré aussi. Hein.
Ok. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu bosses aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es structuré. Donc là, on a parlé de ta première OP, chanceuse. Ouais. La deuxième OP que tu as trouvée, que tu as prospectée. Donc, exactement. Est-ce qu'on peut parler de chance? Parce que quand tu es tellement sur le terrain, ben, finalement, tu vas forcément trouver la pépite. Et maintenant, aujourd'hui, comment tu travailles? Est-ce que tu es toujours tout seul? Est-ce que tu t'es plus structuré? Tu sais, j'aime pas trop le mot chance. J'aime bien le mot réussite. Parce que pour moi, la chance, c'est vraiment quelque chose qui t'arrive comme ça, t'as rien demandé à personne et boum, voilà. Le terrain, quoi. Voilà, exactement. Mais là, la réussite, c'est différent. Hein. Voilà, c'est la chance provoquée pour moi, tu vois. T'es en réussite parce que t'as délivré, t'as fait ton réseau, t'es sur le terrain tout le temps et là, tu trouves le bon bien et voilà. Alors oui, la chance, c'est d'avoir trouvé une pépite, mais c'est la réussite d'avoir prospecté, etc. Moi, la chance, je l'ai vécue à l'armée où vraiment t'as de la chance. C'est-à-dire, normalement, elle est pour toi et elle est pas tombée sur toi parce que, voilà, il s'est passé un truc, ça a tapé ton casque, mais c'est retombé, enfin, tu vois, la balle, t'as pas touché. Ou... Là, c'est de la vraie chance. Pour moi, j'ai connu la vraie chance, je peux te dire que c'est pas ça. Voilà. Et du coup, donc c'est de la réussite. Donc après, maintenant, moi, vraiment, je reviens à cette barrière de l'argent qui a été levée. Je me suis dit, OK, l'argent n'est plus un problème. Je suis dans un réseau, il y a de l'argent partout. Voilà. Donc, si j'ai plus de problème d'argent, imagine bien comme je peux scaler. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé dans le marchand de biens, première année, je me dis, je vais faire 1 à 2 projets par an. Ce sera déjà pas mal avec ma banque. L'apport, c'est compliqué, c'est 25% d'apport. 25% d'apport dans un secteur comme le mien, avec des projets à 800 à 1 million d'euros, c'est tout de suite des 200, 250, 300 000 euros d'apport. Donc, moi, je m'étais dit, je peux en faire un seulement dans l'année. Voilà. Et là, d'un coup, tu te dis, j'ai levé 500 000 euros en 30 minutes, l'argent n'est plus un problème. C'est parti. En fait, je peux en faire à l'infini des projets. Tant que le projet est viable et que je peux trouver de l'argent, je peux faire des projets. Donc maintenant, je me suis dit, qui sont les boss de l'immobilier dans mon secteur? C'est les promoteurs. Comment un promoteur, il est structuré? Il a des salariés, il a des bureaux, il a une visibilité, tu vois. Donc je me suis dit, voilà, c'est la marche à suivre, c'est eux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé des associés, parce que les promoteurs, souvent, ils sont jamais tout seuls, ils sont souvent associés. Ouais. Je me suis dit, je suis dans un réseau, l'incubateur, avec un vivier énorme. Donc j'ai décidé pendant la rencontre annuelle, parce qu'on a une rencontre annuelle de marchand de biens, de trouver des associés. Quand je suis allé à cette rencontre, j'ai dit, moi, je veux trouver un associé qui a du temps. Voilà. Derrière, je rencontre un de mes associés actuels. Ensuite, on s'associe ensemble sur un projet. Je rencontre un deuxième à une rencontre que j'ai fait sur Annecy, que j'avais organisée. Pareil, un membre de l'incubateur qui vient. On fit bien. Hop, et là, on se retrouve tous les trois. Et on a la même mentalité, même vision. Et on ne se connaît pas plus que ça, tu vois. Ouais. Mais par contre, on est parti sur mentalité-vision. On devient amis maintenant, mais à la base, on n'est pas potes. On a le même mindset et la même vision. Et du coup, maintenant, on est structuré, on a des bureaux. Ouais. Donc, on a pris une assistante de direction, on a des alternants avec nous. Et derrière, on est structuré. Et là, ce qui nous permet de faire 8 projets en même temps. Donc, ce qui n'est plus pareil. Sur l'année actuelle, à l'instant T, on a 8 projets en cours. Donc, voilà, là, on a vraiment scalé. Donc, on fait 4 projets en banque. Et tout le reste, c'est en association. Donc, on lève des fonds au sein de l'incubateur. On fait principalement de l'association ou on fait aussi de la levée obligataire, mais voilà, un peu moins. Là, pour l'instant, on est vraiment focus association. On veut faire participer la communauté à nos projets, en fait. Voilà. Ouais, et ton modèle préféré, c'est la division. Voilà, division, 100%. C'est toujours. De toute façon, tu es venu sur Annecy et ce que tu avais repéré, c'est quoi? C'est que c'est toujours le même modèle de projet, c'est toujours les mêmes marges. On est toujours entre 300 et 400 000 euros de marge. Exactement. C'est toujours le même process. Tu vois, je suis bête et discipliné, comme on m'a appris à l'armée. Je fais à peu près. Je sais que ça marche, mais c'est tout le temps les mêmes choses. Et en fait, moi, mes mentors, ça a toujours été Green Bull, parce que je me suis toujours un peu calé sur vous. Pour moi, il faut des mentors dans la vie. Il faut des gens qui ont une vision plus grande que toi pour essayer de comprendre, parce que tu peux pas, à ton petit niveau, être tout seul. Je sors de l'armée, je connais rien, quoi. Et nous, à l'armée, on a des mentors. On a des mecs, des adjudants, des mecs plus gradés que nous, qui envoient encore, alors qu'ils ont 40 ans, ils ont 15 ans de plus que toi, et ils sont devant toi quand ils courent. Donc, du coup, tu dis, attends, moi, j'ai 20 ans, le mec, il est devant moi, ça va pas, tu vois. Donc, on a toujours quelqu'un pour nous tirer. Et moi, je me suis dit, OK, j'ai appris le business grâce à Yann, avec ses vidéos YouTube. Je l'ai pris comme mentor. Et après, j'ai pris ce que vous faisiez comme mentor. Et derrière, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout le temps les mêmes choses. Ils font des maisons, tout le temps les mêmes. Toujours pareil. Voilà, toujours pareil. C'est structuré, ils ont les mêmes coûts, les mêmes structures. Voilà. Et du coup, j'ai fait pareil sur Annecy. Ouais, parce qu'on voit beaucoup de gens qui essayent de s'éparpiller, qui disent OK, si je l'ai fait là, je vais aller ailleurs. Mais ce qui est le plus important dans l'immobilier, que vous fassiez du locatif ou du marchand de biens,
c'est être maître de son secteur. Et quand on dit maître de son secteur, si vous êtes dans une grande ville, c'est être maître de son quartier, voire même de sa rue. On va vraiment être ultra focus. Et comme tu disais, nous, sur Dubaï, on a fait une quarantaine de maisons, mais on a 35 maisons, elles viennent essentiellement du même quartier. Parce qu'on commence à être un expert, et c'est-à-dire qu'on arrive à acheter des maisons à plusieurs millions sans visiter la maison. Parce qu'on connaît, elle est placée là, elle est ici, ok, elle est bien, elle est pas bien. Ok, elle est ici, ça veut dire que même après, on a une gamme, une barème de prix. Ouais. On sait jusqu'où on peut acheter, toi c'est pareil. Ouais, jusqu'où tu peux acheter, ok, tu divises, jusqu'où combien tu peux diviser. La marge est toujours la même, 300, 400 000 euros, toujours le même projet, tu dupliques. Et même pour toi, quand tu veux faire de la levée, les gens, ils ont l'habitude. Ouais, c'est toujours même pareil, sur le même projet. Et puis, moi j'arrive, c'est la plus-value que j'ai, c'est que par rapport aux autres marchands, je fais l'offre tout de suite. Moi, je visite, 20 minutes de visite, et tout de suite, je peux faire une offre. Pourquoi ? Parce que je connais tous mes coûts. Mes coûts de travaux sont les mêmes à chaque fois, je connais mes coûts de division, je connais mes prix de revente, rien qu'en visitant. Je connais le secteur. Et voilà, je connais le secteur et je connais le type de projet, le type de produit que je vais revendre, etc. À quel type de personne. Je sais que là, c'est pour du frontalier, pour du primo-accédant, etc. Et ça, vraiment, par rapport aux marchands concurrents, quand l'agent IMO, il te voit, tu es en train de faire tous tes calculs avec ton carnet, ta calculette, et que tu lui fais l'offre tout de suite, le gars, il se dit, OK, là, j'ai un professionnel de l'immobilier. Là, j'ai quelqu'un en face de moi. C'est sûr, on va au bout avec lui. C'est sûr qu'il aura le financement. Tout ce qu'il m'a dit avant, c'est vrai. Parce que j'ai le gars, il fait l'offre tout de suite. J'ai pas un marchand qui hésite, qui rappelle 2 semaines après ou qui rappelle pas. C'est le problème des agents. Il y a les marchands, ils rappellent jamais. Ils savent pas expliquer pourquoi ils vont pas dessus, etc. Moi, j'explique tout. J'éduque aussi l'agent immobilier en même temps. Tu l'éduques à tes process. À ce que tu recherches. À ce que tu recherches. Tu lui fais comprendre tes coûts. Donc lui, quand il veut aller expliquer la négociation au vendeur, il peut l'expliquer correctement. Il peut dire, là, j'ai un marchand de biens. Il m'a dit que sa marge, c'était tant, que ses coûts de travaux, c'était tant. Il pourra pas faire une offre plus haute que ça. Voilà, c'est expliqué. C'est pas je te fais une offre à moins 400 000 euros et voilà, pour voir si ça passe, tu vois. Y a pas d'offre. Ça, ils détestent ça et ça passe jamais parce que tu l'as pas expliqué. Et justement, depuis tout à l'heure, là, je suis en train de t'écouter et je me dis, c'est quoi sa checklist, là? Ton petit secret, justement, pour arriver en visite. J'imagine bien, comme tu le dis, t'arrives pas à la fleur au fusil. Je fais plein d'allusions militaires. T'arrives en mode, ok, t'es structuré, t'es cadré, t'as un plan de bataille. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton plan de bataille? Avant que t'ailles visiter, j'imagine que c'est déjà en amont. Oui. Alors, principalement, souvent, les agents immobiliers, je les connais maintenant. Donc, ils me donnent l'adresse du bien. Donc, moi, dès que j'ai l'adresse du bien, je fais mon étude de marché. Je sais à combien je vais revendre les appartements. Je connais mon prix au mètre carré. Tu vas pas visiter pour visiter, là? Non. J'ai déjà l'adresse. Voilà, ça, principalement, tous les agents me font confiance. S'ils veulent, je leur signe un bon de visite en amont. Ils me l'envoient par mail, je leur signe. Et au moins, j'ai l'adresse. L'adresse, c'est hyper important. Je leur demande aussi les prix de vente, eux, leur prévisionnel à eux, tu vois. Je vais pas me fier parce qu'il faut toujours faire attention à ça, mais voilà. Donc, déjà, j'ai mes prix de revente. Donc, j'ai mon chiffre d'affaires de l'opération. J'ai une estimative de chiffre d'affaires. Ça, c'est hyper important parce que c'est le chiffre de départ. Par exemple, si mon CA, il est d'1 million, je pars de ce chiffre-là pour faire mes soustractions et arriver à mon prix négocié, quoi. Après, une fois que j'arrive, j'ai tout mon process. C'est-à-dire que je vais regarder. J'ai un template. Je regarde le toit, la façade, je demande l'assainissement, les places de stationnement, les compteurs. Tout est bien structuré. Hop, je remplis ma petite fiche j'ai une fiche de visite, quoi. Bam, je coche, je mets les annotations à côté. Donc là, tout est processé comme ça. J'ai toutes les informations. Et ensuite, j'arrive à mettre mes coûts. C'est-à-dire que je sais qu'une division avec un géomètre, un état descriptif de division, c'est 4 000 euros. Je sais qu'un DTG, c'est 1 500 euros. Qu'une mise en copropriété, c'est 1 000 euros. Voilà, tout ça, je le connais parce que j'ai l'habitude de le faire. Et donc, du coup, tous ces chiffres-là, je sais que mes coûts de travaux, c'est 1 300, 1 400 euros du mètre en fonction de l'état de l'appartement à rénover. Je sais qu'un toit, c'est tant, qu'une façade, c'est tant. Voilà. Et donc, tu vas très, très vite, quoi. Voilà. Donc, je vais très, très vite. J'ai tous ces chiffres. Ensuite, je me prends une petite marge de sécurité parce que des fois, tu as loupé quelque chose et tout. Donc, c'est bien d'avoir un peu de gras, tu vois, le fameux gras, à 6-8% du montant des travaux. Donc, une fois que tu as ton chiffre à 1 million d'euros, tu fais ta soustraction, c'est 20% de marge. On veut 20% sur CA, tu fais moins 20%. Ensuite, tu arrives, tu mets tes coûts de travaux, de division, les frais de notaire. Donc, tu fais cette soustraction des frais. Et là, tu as un chiffre qui apparaît. Et ce chiffre-là, ça va être ta proposition. Voilà. Et une fois que tu as ça, l'agent IMO, il a tout compris. Il voit comment tu fonctionnes, il voit que tu connais tes coûts, il se dit, le gars, il ira au bout, c'est sûr. Avec ce chiffre-là, il va au bout. Tu montres une structuration qu'il n'a pas l'habitude de voir. Donc, tu es vraiment un vrai marchand qui sait ce qu'il veut, t'es professionnel. Ce qu'il cherche. Lui, en disant, c'est ce qu'on fait, tu vois. Quand on donne un prix, quand on donne ce qu'on appelle un prix plafond, on n'ira pas au-dessus.
Exact. Donc, il y a toujours une marge de négociation, effectivement. On a notre but en tant que marchand, c'est d'acheter le moins cher possible. Bien sûr. Mais on comprend aussi que derrière, il y a un acheteur, il y a un vendeur. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Oui, clairement. Et toi, après, derrière, tu fais de la redivision, donc tu revends directement. Mais typiquement, quelqu'un qui va racheter, il peut revendre aussi un autre professionnel. Ça peut être quelqu'un qui fait du locatif. Exact. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser. Ouais, il faut identifier ton acquéreur. C'est une activité commerciale. On a trop tendance à l'oublier. Ton client final. Ton client final, qui c'est? Dans le commerce, tu le sais mieux que tout le monde, c'est mieux que personne, je veux dire, c'est ça. Tu dois identifier à qui tu vas vendre. Et là, ça change complètement le prix. Et ça change aussi la rénovation. Est-ce que tu en fais? Est-ce que tu rénoves ou tu ne rénoves pas? Est-ce que tu vends en plateau? Moi, il y a des secteurs, je vends en plateau. Il y a des secteurs, je vends pas en plateau. Il y a des secteurs, je rénove avec une décoratrice d'intérieur, tu vois. Un peu luxe, Annecy à 5-6 000 du mètre. Là, je fais un appartement à 8 000 du mètre à la revente. T'imagines bien, je vais pas revendre en plateau un truc dans un secteur comme ça. Tu vois, je vais vraiment faire des beaux travaux. J'ai fait venir une décoratrice d'intérieur qui m'a vraiment fait un agencement, etc. Parce que je revends 8-9 000 euros du mètre. Ouais. Voilà. Mais c'est important ce que tu dis parce que je voulais parler un petit peu de ta région. Bon, pourquoi Annecy? Parce que toi, tu es originaire d'Annecy. Exactement. C'est pour ça que tu es là. Hein. Tu n'as pas choisi, entre guillemets. Non. Tu as de la chance d'être dans une bonne région. Ouais. Mais comme tu le disais, il y a Annecy et il y a aussi la petite bande. Oui. La petite bande du rêve que j'aime bien l'appeler, Ouais. entre Annecy et Genève, Ouais. où là, il y a quand même énormément de choses à faire, où tu as une clientèle finale qu'on connaît, qui sont les frontaliers, donc des gens qui habitent en France mais qui travaillent en Suisse. Et du coup, comment tu t'adaptes en fonction de cette clientèle-là? Parce que comme tu le disais, quand tu es à Annecy, c'est peut-être pas le même client, parce qu'on parle de cette bande-là, mais comme j'ai visité chez toi, tu avais quand même un process, tu regardais vachement aussi les gares, le train, parce qu'il y a la ligne express entre Annecy et Genève. Ouais, il y a le Léman Express qu'on appelle, et le Léman Express te permet d'aller à Genève en 40 minutes, à 50 minutes, mais sans bouchon, sans rien. Tu vois, tu te retrouves dans le centre de Genève, donc c'est hyper intéressant pour les gens qui travaillent dans le centre. Et en fait, moi, je regarde un petit peu les villes où il y a ces gares-là, tu vois, un peu comme le tram pour certaines villes, un peu comme le métro pour d'autres villes. Nous, on a la gare. Et on a les entrées d'autoroute qui sont hyper importantes. On a des secteurs comme un secteur qui s'appelle Quintal et Chapéry. C'est des secteurs avant, personne n'habitait à Quintal ou Chapéry. Et d'un coup, il y a une sortie d'autoroute, une entrée d'autoroute qui s'est créée. Et là, d'un coup, les prix de l'immobilier a pris 20-30%, tu vois. Juste parce qu'il y a cette entrée d'autoroute où les frontaliers peuvent prendre l'autoroute et partir. Ça, faut l'anticiper, ça, c'est toi qui dois connaître ton secteur. Et aussi, moi, ce que j'ai vraiment identifié, ce que je conseille, s'il y a vraiment un conseil que je dois donner, c'est n'allez pas vous battre où il y a tous les marchands de biens. Tu vois, moi, si j'arrive, je me suis lancé, si j'étais resté à me battre dans Annecy Centre à chercher des appartements, parce que les appartements, c'est plus safe, soi-disant. Mais aujourd'hui, on se parlerait, j'aurais une OP. Tu vois, j'ai fait un appartement depuis que je fais du marchand de biens. Il faut se rendre compte. Tu vois, sur mes 8 OP en cours, j'ai pas un appartement. Parce qu'en fait, l'appartement, c'est le truc que tout le monde va chercher, mais tout le monde va le chercher. L'investisseur locatif va le chercher, le gars en résidence secondaire va le chercher, le mec en RP va le chercher, et toi, quand tu vas arriver avec ta négo de malade, alors qu'en face, tu as un gars pour faire sa RP, il a juste à mettre ses travaux dedans en petite négociation, 70 000, toi, tu dois mettre les travaux plus ta marge. Donc l'offre, mais elle passera jamais. Donc en fait, tu te bats avec les Lyonnais, avec les Parisiens. Tout le monde vient faire des OP dans le centre d'Annecy pour faire du Airbnb, etc. Moi, sympa, hein. Donc je les laisse se battre entre eux. Et moi, je fais les premières couronnes, deuxième couronne, jusqu'à la frontière suisse, tu sais, où là, un Lyonnais, il va pas connaître des villes comme la Balme de Sillingy, Groisy, tous ces petits villages-là et tout. Moi, je les connais, je suis d'ici, tu vois. Donc, le gars, il va pas aller à Groisy faire une OP, quoi, tu vois. Il va pas aller à Saint-Martin faire une OP. Et lui, il va aller à Triangle d'Or d'Annecy, voilà, parce qu'il veut pas prendre de risques, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça qui est important. C'est quand vous allez pas vous battre avec tous les autres marchands de biens, quoi. Donc toi, tes clients, tu travailles plutôt avec une clientèle frontalière. Ouais, exactement. Ouais. Je cherche ces clients-là. Voilà, je cherche clients frontaliers. Je peux très bien aller sur du client primo-accédant, mais je vais adapter mes prix de vente. Là, je vais faire très attention au prix d'achat parce que je sais que les frontaliers vont pas aller dans tel secteur, ils sont moins friands. Et du coup, je vais aller adapter mes prix ou je vais faire du plateau. Par exemple, dans ces secteurs-là, je vais faire du plateau. Parce que la personne qui n'a pas les budgets pour s'acheter un appartement refait à neuf,
bah lui, il va peut-être acheter du plateau, se dire je vais faire les travaux avec mon beau-père, avec mon père le week-end, etc. Ce qui lui permet d'acheter un appartement en dessous du prix du marché. Il paye les frais de notaire que sur le plateau, pas sur les travaux. Donc, il a des frais de notaire en plus réduits. Et du coup, il fait ses travaux, il économise sur les coûts de peinture qui sont hyper chers. Quand tu fais des travaux, la peinture, c'est un des trucs les plus chers, tu vois, en rénovation. Donc, tu le fais économiser sur tout ça, tu le vends en plateau. Et voilà. Par contre, tu vas pas vendre en plateau à un secteur où il y a des frontaliers à mort, où le gars, il fait déjà 1h30 le matin de route, 1h30 le soir pour rentrer. Il va pas se taper les travaux le soir en rentrant, ou lui, il veut un truc clé en main, il pose ses bagages. C'est l'utilisateur final. Oui, exactement. Le gars, il fait 12K ils font 12K ou 15K à deux par an. Ils vont, par mois, je veux dire. Ils vont pas s'amuser à faire des travaux, quoi. Ouais, et plus quand j'avais visité avec toi, ce qui était marrant, c'est que tu arrivais vraiment à aller dans la granularité en mode, bon là, il y a un frontalier et la femme ne peut pas être frontalière. Voilà. Tu connais exactement absolument tout, le profil de l'acheteur. Et ça, c'est vrai que c'est super important parce que comme tu le disais, en tant que marchand de biens, nous, on vend un produit final. C'est-à-dire que si vous connaissez pas votre client final, c'est impossible, vous pouvez pas faire du marchand. La question que j'avais pour toi après, c'était comment tu vois le marché dans les prochaines années? Donc toi, tu es dans une région qui bouge pas mal. Mais est-ce que c'est toujours intéressant de faire du marchand? Parce que on entend un petit peu de tout et n'importe quoi. Bon là, on a quand même les taux qui ça va mieux, on a l'immobilier qui repart. Bien sûr, suivant là où on est, il y a quand même des choses à faire. Alors moi, là, j'ai vraiment un avis bien précis là-dessus. J'ai identifié, parce que j'ai quand même pas mal de contacts avec les promoteurs immobiliers maintenant. Je travaille un peu avec eux, ils me donnent des OP. Et en fait, je vois qu'ils ont eu un gros problème, les promoteurs, avec l'augmentation des coûts des matériaux. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, ont coulé. Voilà, je me réjouis pas de ça parce que c'est des entrepreneurs comme nous. Mais par contre, du coup, ils ont deux problématiques. Déjà, ils ont une augmentation des coûts des matériaux qui ont fait couler certains, donc ils ont plus de mal à faire des opérations. Et deuxième point, c'est il y a plus l'écologie qui rentre là-dedans, donc il y a moins de terrain. Les maires laissent moins d'opérations se réaliser, ils veulent des opérations plus petites, etc. Et ça sert le marchand de biens. Parce que le marchand de biens construit dans la ville dans la ville. Il construit, il garde de l'existant. Il va rénover des biens. Il va créer des terrains qui n'existent pas. Donc, on ne prend pas de terrain agricole. On vient chercher le jardin d'une maison qui est trop grande. Le gars a 2000 mètres carrés de jardin. Hop, on vient lui couper son jardin pour faire une opération. Donc là, on crée vraiment de la valeur, mais on ne vient pas chercher les terrains agricoles, ce que les maires ne veulent plus. Et ce que je comprends, on a moins de terrains agricoles, on a la sécheresse qui arrive même dans notre secteur. On a une commune comme Rumilly, il y a eu des interdictions de permis de construire pendant des mois et des mois à cause de la sécheresse. Tous les permis étaient refusés, on se rend compte, même sur des terrains dits constructibles. Donc, tout ça, nous, on a une vraie plus-value. Parce que dans une maison où tu as une maison de 300 mètres carrés, toi, tu fais 3 logements. Donc, tu crées 3 habitations. Donc, tu permets d'accéder aux gens à un bien, tu vois, vraiment dans un cadre en plus assez sympa. Tu as vu la maison des Vires que tu étais venu visiter, cadre champêtre et tout. Le gars, il est comme s'il habitait dans une maison, il a un jardin, il a tout, sauf qu'il est dans un appart. Et pareil, les gens avec l'augmentation des taux, ils ont un budget réduit. Donc, ils peuvent plus aller acheter des maisons de 300 mètres carrés, tu vois. Ils ont plus ces budgets-là. Donc, eux, ils peuvent acheter plus petit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend gros pour vendre plus petit. Donc, on a vraiment le vent en poupe. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment l'avenir. C'est le marchand de biens. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Mais on le voit aussi, vous avez j'ai envie de dire, une petite dimension sociale. Parce que la maison, justement, qui est divisée, t'es passé devant un promoteur, parce que justement, les maires aujourd'hui, ils veulent pas dénaturer leur commune. C'est-à-dire que quand tu commences à mettre des grosses barres d'immeubles, c'est compliqué, quoi. Bien sûr. Parce que le promoteur, lui, il en a rien à foutre. Lui, il veut maximiser un maximum. Lui, il veut faire de l'argent. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. De toute façon, pour que son projet passe, il a besoin d'un certain nombre de lots par projet. Voilà. Donc, le terrain doit lui permettre de faire ce nombre de lots. Voilà, mais après, le maire, lui, il n'a pas forcément envie d'avoir, notamment que ce soit dénaturé. Sur ce projet-là, rappelle-toi, il y avait l'école du village à côté, et en plus, le vendeur, c'était le voisin, tu vois, et ça, c'était une maison de famille. Donc, lui, il arrive, il a un promoteur en face, ou moi. Le promoteur a fait une offre plus importante, mais nous, on arrive avec mes associés, on dit, nous, on garde la maison de famille, on la rénove, donc on l'embellit. Vous dénaturez pas. On dénature pas. Et les 2 terrains constructibles, on va faire juste une habitation classique de 100 mètres carrés, deux habitations. Donc en fait, le maire se retrouve avec un terrain vraiment avec 5 personnes en tout. Et voilà, c'est tout. Il garde l'esprit village. Il garde l'esprit village. Il n'a pas un collectif comme voulait faire le promoteur avec 25 lots, quoi. Tu vois. Donc il y a vraiment cet aspect où on est passé devant le promoteur grâce à ça, alors qu'on avait fait une offre plus basse, tu vois.
parce qu'on a les coûts différents. Donc vraiment, il y a une plus-value. C'est pour ça que je dis que le marchand de biens, là, actuellement... Donc, tu es assez confiant sur le futur. Ah non, mais clairement. Là, il n'y a même pas de débat. On répond à tous les codes et écologiques aussi. On rénove de l'habitation. Donc, on rénove les habitations. Donc, on augmente les DPE. Donc, c'est pareil. L'augmentation des DPE. On a un mentor qui est spécialiste là-dedans, d'ailleurs, chez nous, qui fait que il fait que de l'appartement DPEG et il monte les DPE en D. Et il revend, et la plus-value, il a fait que sur ça. Bah, t'imagines bien que les mairies, elles sont contentes, quoi. Tout leur parc immobilier du village en G, ils passent en D. Donc, au niveau écologique, c'est parfait, quoi. Ah, tout le monde est content. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai que le marchand de biens a une vraie dimension sociale. Et pour quelqu'un comme un maire, comme quelqu'un qui gère la commune, bien sûr, arriver et dire à ses administrés, regardez, avec moi, vous aurez jamais de gros immeubles, vous aurez jamais de trucs comme ça. Je travaille avec des gens avec des partenaires locaux. Je travaille avec des marchands de biens qui n'atturent pas les projets, qui gardent l'esprit. C'est super important. La dimension humaine. La dimension humaine, elle est importante. Et elle l'est dans ce métier-là. On le voit de plus en plus. Hein. Moi, je le vois, le maire, quand j'arrive, je suis tout seul, je suis un gars du coin, j'ai grandi à Manigot. Enfin, tu vois, je suis un mec du cru, quoi. Donc, il se dit, c'est pas le promoteur qui arrive et qui fait ça que pour l'argent, quoi, tu vois. On a une dimension vraiment humaine. On avait gagné une OP, d'ailleurs, sur une commune dont je tairai le nom, où on avait aussi négocié un terrain constructible. On a fait un lotissement dessus, 3200 mètres carrés de parcelles. À la base, on pouvait faire que 3 logements. On a réussi 3 parcelles. On a réussi à en faire 5, tu vois. Parce qu'on a amené quand même notre dimension humaine où, il y a eu une fibre un peu qui s'est créée avec le maire, un lien, et ça a été vraiment intéressant pour lui de travailler avec nous. Donc, tu disais aujourd'hui 8 opérations. C'est ça, en cours. C'est ça, en cours. Donc, tu as démarré en 2021. 2022. Ouais. 2022. Ouais, parce que c'était décembre. Donc, on est en 2025, 3 ans plus tard. Ouais. Donc, on voit que tu as quand même bien avancé, bien scalé. C'est quoi la suite, les 2 prochaines années, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Alors, la suite, là, je suis vraiment focus sur l'accompagnement. Ouais. Là, le mentorat, parce que pareil, ça vient de l'armée. À l'armée, on faisait du mentorat pour les armées étrangères, hein, l'armée afghane, par exemple, on les entraînait, etc. Et je me suis dit, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup, ça, le mentorat, les gens en ont besoin, parce que c'est des métiers, t'as beau faire 1000 heures de formation, c'est le terrain qui commande. Et nous, on en a discuté ensemble. Pour moi, j'ai dit, il faut du terrain. Et j'ai commencé à lancer cet accompagnement-là. Et ça, pour moi, ça a de l'avenir. Donc, humain déjà, parce que tu accompagnes des gens à réaliser leurs projets. Moi, je trouve ça hyper gratifiant. Je trouve ça super sympa d'avoir un mec qui te dit, je suis au chômage, j'ai devant moi 12 mois de chômage. Voilà, comment je fais? Et là, je lui ai dit, bouge pas, je t'accompagne, je te garantis qu'en 12 mois, tu as un projet, je peux pas te laisser comme ça, tu vois. C'est parti de ça, le mentorat. C'est parti que je voulais qu'il trouve un projet, parce que je me suis dit, lui, il a une deadline. En 12 mois, il a plus de job, tu vois. Donc, il me dit, soit je pars dans le marchand, soit je retourne en Suisse dans un boulot qui me plaît pas. Je dis, tente le marchand avec moi, on fait le projet ensemble, je t'accompagne, et on fait le projet ensemble. On lève les fonds ensemble, on fait tout ensemble. OK. En 3 semaines, il a trouvé un projet, je l'ai accompagné, mais c'est lui qui a trouvé, c'est pas moi qui lui ai trouvé un projet. Tu lui as donné la fameuse structure. Je vais te donner toute la structure, comment je cherche et tout. 3 semaines de prospection, boum, il trouve ce projet pour une OP négociée à 900 000 € avec un projet coût total à 1,2 million. Donc quelqu'un qui serait jamais parti sur un projet comme ça, tu vois. Mais parce qu'il sait que je suis derrière avec mes associés. 1 million, ça l'aurait flippé. Ouais, 1,2 million de projets, t'imagines bien, il aurait flippé, quoi, tu vois. Il y a de la division parcellaire, division de maison, enfin, voilà. Du coup, pour moi, ça a de l'avenir. Ça, c'est vraiment l'avenir de mon métier. Donc, je veux vraiment développer cette partie-là avec Green Bull. Donc, on a créé un programme mentor qu'on va lancer prochainement. Ouais. Donc, ça, c'est la première étape de mon business. Et après, avec mes associés, on développe toute cette partie marchand de biens. On veut scaler, enchaîner les projets. Et on veut aussi, après, faire un peu comme Green Bull, regarder aussi peut-être pour partir vers d'autres aventures avec de l'entrepreneuriat, etc. Mais toujours en maintenant le marchand de biens parce que c'est vraiment un générateur de cash. Ouais. Et ce générateur de cash-là nous permet après de partir sur d'autres projets. Comme vous avez fait Pierre et Fiche, toutes ces choses-là, vous investissez dans d'autres structures. On veut faire pareil, mais c'est notre step à 5 ans. Tiens, pas tout de suite. Mais on veut se former du coup sur l'entrepreneuriat, vraiment racheter des sociétés, etc. Ça, c'est notre step d'après. C'est un beau projet. Ouais, carrément. Pareil, il faut se former. Mais en fait, on voit que depuis que tu es parti de ta fonction de militaire, tu as fait quasiment que du marchand. Aujourd'hui, c'est ton activité principale, tu en vis, tu commences à accompagner les gens. Donc, pour revenir un petit peu sur cette partie accompagnant, parce que
il y a beaucoup de gens qui hésitent à se lancer sur le marchand, qui savent que c'est la next step pour eux ou c'est l'activité qu'ils veulent faire, ils le ressentent au fond d'eux, mais qui ont peur et on voit que l'accompagnement terrain, donc toi, tu as accompagné 4-5 personnes déjà depuis 4, comme ça sur le côté. Ouais. Hein, et ça commence à fonctionner pas mal, donc c'est pour ça qu'on a voulu l'industrialiser et le mettre en place dans toute la France, donc on va pouvoir accompagner les gens dans toute la France. Mais même toi, tu as accompagné des gens d'ici, parce que là on est à Nice, donc tu as quand même aussi accompagné des gens, et on va prendre l'exemple de Johan qui travaille avec nous, c'est ça, et qui a dit, attends, quand même, j'ai quand même un gars qui est hyper chaud, qui est hyper sympa, qui va pouvoir m'accompagner, et tu l'as fait à distance. C'est-à-dire que tu as trouvé un bien à distance avec lui, vous l'avez visité samedi là. Bah, en fait, j'ai fait la contre-visite samedi avec lui, pour lui valider. Il avait fait l'offre, etc. Ça a été accepté, la négo a été acceptée. Mais comme je disais, on a 14 jours de rétractation. Donc du coup, je suis venu le voir en contre-visite, voir le projet pour valider. Et en fait, il a suivi tous les process que je lui ai donnés en live. Hein, il a bien appliqué, ça va? Ouais, il est chaud aussi. Ça, on peut pas lui enlever. Il est très chaud. Donc du coup, il a compris comment trouver un bien rentable. Et en moins d'un mois d'accompagnement, on a réussi à lui trouver un bien sur Grasse. Et ça, vraiment, c'est une super réussite parce que je me dis, là, on est à distance, on s'est jamais vu, on a fait que du live, mais même à distance, que de la visio, même à distance, il a appliqué tous les process. En fait, tu as un process. Mais bien sûr. Comme tu disais, c'est que quoi, quand tu as ta checklist, tu as ton process. Les gens, faut les cadrer. Bien cadré, militaire, rame à l'armée. Vous n'avez pas l'habitude. Les gens, ils dupliquent. Ils suivent. Les civils, vous n'avez pas l'habitude de ça. Vous, voilà, c'est normal. Vous n'avez pas eu le même éducation que nous. La rigueur, la discipline. La rigueur, la discipline, le process. Et en fait, dès que tu restes focus là-dedans, regarde, en 3 semaines, en vrai, il est grave chaud, hyper motivé. Mais la motivation, ça suffit pas. La motivation, tu connais, hein. T'es là-haut et après, tu fais un bif, tu montes, tu sors du bif, 3 semaines après, il n'y a plus rien. Ça fait que descendre. Ça fait que descendre. Le cadre, la discipline, ça reste. Parce que moi, je suis derrière toi, je te rediscipline quand t'es un peu down, je te remotive et tout. Moi, j'en ai, t'inquiète. Hein. Tu as plus en militaire. Ouais, t'inquiète, j'en ai à revendre, donc il n'y a pas de souci. Donc, je l'ai cadré et après, il a fait tout le reste. La réussite, c'est à lui qu'il la doit. Mais c'est juste que moi, je lui ai amené ce cadre. Voilà. Juste de pas partir dans tous les sens. Il partait dans tous les sens, tu vois. Il partait sur des visites qui avaient rien à voir, sur des trucs, il n'arrivait pas à processer. Ah, le cadre, il est important. Ouais, exactement. Et vous êtes cadré sur les maisons à Dubaï. Discipline. Cadre, discipline, vous êtes cadré. T'as Yann qui est là, pam, et hop, voilà. Ouais, parce que l'agent immobilier, il va essayer de te corrompre et dire, tiens, tu veux pas aller là-bas, j'ai un truc à toi, tiens, j'ai un truc assis, j'ai ci, mais le corps de ferme, moi, quand je me suis lancé, le corps de ferme. Tout le monde essaye de te sortir un petit peu de ton truc. Le corps de ferme était pour moi. Mais avec une belle réno, ça se vendrait super bien et tout. J'ai déjà un acheteur. Ouais, j'ai déjà un acheteur. Le truc, c'est 100 000 €, t'as 400 000 de travaux. Tu sais, déjà, tu te dis, OK, là, c'est pas bon, ça. Il y a trop de travaux par rapport au bien, quoi. Et justement, pour finir sur ce podcast, s'il y a des gens qui nous regardent et qui hésitent à passer à l'action, tu te dis, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, pour moi, la priorité, c'est le réseau. C'est d'être dans un réseau. Ça, c'est hyper important. C'est ce qui va te permettre déjà de faire sauter plusieurs peurs. Parce que tu es accompagné. Pas y aller en freestyle. Non, impossible. Franchement, tu n'y arriveras pas. Je peux pas te dire que je fais 8 projets aujourd'hui, demain, en étant tout seul. Impossible. Et d'ailleurs, c'est ce qui te démarque des autres marchands de biens. C'est quand tu arrives sur les visites, toi, tu as un réseau derrière toi. Tu dis, moi, je suis Green Bull, j'ai 1500 marchands de biens avec moi. Tu vois, tu vois le délire, quoi. Tu sais, t'arrives, tout de suite, tu as une puissance. Donc, les fonds, tout ça, le comité projet qui t'accompagne. Donc, pour moi, le réseau, c'est hyper important. C'est la première chose. Tout seul, tu n'y arrives pas. Tu peux pas scaler, tu as toutes tes barrières et tout. Et après, se discipliner. Et pas de motivation, discipline. C'est-à-dire que il faut aller sur le terrain, il faut visiter, même quand t'as pas envie, t'y vas. Ouais. C'est un peu comme les séances de sport. Les meilleures séances de sport, c'est quand t'as pas envie d'y aller. On est d'accord. C'est celle où tu te sens, tu rentres, t'es plus content parce que tu te dis, celle-là, j'avais pas envie, je me suis battu pour y aller. Je me suis battu pour y aller. Celle où quand tu vas courir et qu'il pleut. Écoutez, regardez bien, quand vous allez courir et qu'il pleut, que vous rentrez, vous êtes au top du top, tu vois, parce que vous êtes confronté aux éléments, vous êtes motivé à aller courir, etc. Et là, vous avez un sentiment de bien-être et de gratitude envers vous-même qui est hyper importante. Et ça, c'est important. Et ça, c'est de la discipline, c'est pas la motivation. Donc, discipline, c'est-à-dire, et process. Discipline, process. On processe les recherches, on part pas dans tous les sens, on se focus. Donc, tu vois, c'est des termes vraiment militaires, mais qui sont implémentés dans la vie civile sur ce métier-là. Sur le métier de marchand. Exactement. Et tu te rends compte, là, depuis que tu as démarré,
depuis que tu es sorti, où tu en es aujourd'hui maintenant. Ouais, Enfin, c'est quand même un truc de fou. Hein. Bah, l'évolution, tu pensais? Non. Tu pensais que tu allais arriver aussi loin? Non. Aujourd'hui, que tu allais accompagner des gens sur le terrain? En vrai, et je pense que tu connais très bien ce sentiment, c'est le sentiment de se dire que pour toi, déjà, t'es pas. Enfin, c'est normal ce que tu es en train de faire. Tu sais, c'est un peu ce sentiment-là où tu te dis, bon, bah. Parce là, que t'as pas fini. Parce que t'as pas fini. Moi, personnellement, j'ai pas fini. Bah, moi non plus. Donc, du coup, vu que j'ai pas fini. Je suis toujours dans le chemin. Voilà, moi, je suis toujours dans le chemin. Donc, pour moi, ce que je fais, c'est normal. C'est pas irréel ou quoi que ce soit. Et tu sais, je reviens à ce qu'on faisait à l'armée. Nous, ce qu'on faisait à l'armée, c'était pas normal. Mais en fait, vu qu'on le faisait, qu'on était dans le mood, quand on rentrait, on parlait avec des civils. Ouais, les civils, ils te regardaient comme ça, mais c'est fou ce que tu as fait. Et en fait, toi, tu dis, ouais, bah, j'ai fait le job, quoi. Tu vois, et j'en suis dans la même phase. C'est-à-dire que pour moi, je fais le job. C'est un process, j'ai mes objectifs, j'enchaîne, etc. Et du coup, je me rends pas compte vraiment de l'accomplissement. Si je prends un peu de recul, je me dis, bah, c'est sûr que quand je me suis lancé où je pensais faire 1 à 2 projets par an et que 3 ans après, je parle d'en faire 8, lancé sous compromis, hein, c'est pas 8 en projet, c'est 8 sous compromis. Je me dis, bon, ouais, il y a vraiment une étape qui s'est passée. Et maintenant, on parlait de faire un business dans le business avec Green Bull, avec le programme Mentor, etc., d'accompagner des gens. Enfin, tout ça, j'y pensais même pas une seconde, tu vois. On en a parlé il y a 3 semaines. Et là, on est déjà en train de l'implémenter. On est déjà en train de l'implémenter. Ça, c'est le mode Green Bull, quoi. Ouais, parce que le but, c'est que nous, on veut vraiment prendre le terrain, hein, ouais, pour reprendre les termes militaires. C'est que nous, on veut occuper le terrain, on veut être partout en France. Et on veut vraiment que les gens, ils aient pas l'excuse de dire que je suis pas accompagné. On te forme, on t'accompagne, on va avec toi en visite, on te trouve des biens. Enfin, en gros, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans le marchand de biens, et on le finance, bien entendu, tu fais très important de le signaler, et on le finance. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, il a aucune excuse. Non. C'est-à-dire que ensemble, avec Maxime, avec d'autres personnes, on a montré ce programme, on l'a professionnalisé, on l'a structuré, et aujourd'hui, il est ultra cadré, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui démarre, à partir de combien de temps tu es capable de lui faire sa première OP? Bah là, je connais rien, j'arrive. Ouais, bah moi, les retours terrain que j'ai eus, c'est vraiment factuel. C'est-à-dire que moi, j'ai accompagné sur les 4 personnes, il y en a 3 qui aujourd'hui ont trouvé des OP. J'ai commencé l'accompagnement en mars. On a trouvé en 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi pour là, on est un mi-mai. peu plus long. Voilà. Pour vous donner grand maximum. Pour moi, en 1 mois, avec le process que j'ai mis en place, tu peux trouver un bien. Il peut trouver un bien. Donc, quelqu'un qui rejoint l'incubateur, 1 mois plus tard, il a son OP, il est parti. Il a son OP, il fait son offre, elle passe, et après, il y a le mise sous compromis, etc. Mais vraiment, en 1 mois, pour moi, tu peux trouver un bien en étant focus, en faisant les visites, comme le process. Voilà. Et en plus, ce qui est cool, c'est que pour la partie accompagnement, c'est que vous, toi, avec les mentors, avec l'équipe que tu as montée sur le terrain, c'est que vous prenez part au projet. Ça veut dire que vous les accompagnez, vous accompagnez avec eux, et que eux aussi se sentent rassurés en sachant que, si mon gars avec qui je suis sur le terrain, il m'accompagne, il me forme, mais en plus de ça, il prend part au projet. Ah bah bien sûr, c'est pas la même ambiance. Hein. Bah oui, il prend part au projet, et puis il y a quand même il y a quand même plusieurs points. C'est-à-dire qu'il y a le mentor qui va checker ton opération, il y a moi qui va checker ton opération, et il y a le comité projet qui check ton opération. Donc tu as quand même 3 personnes qui vont checker ton opération avant de la lancer. 3 checkpoints. C'est quand même pas rien, tu vois. Donc là, on a mis quand même tout en place pour éviter de se tromper. Parce que nous on veut pas que les gens loupent leur opération. Et ensuite après tu as le mentor qui t'accompagne tout le long de l'opération jusqu'à la clôture de l'opération. Jusqu'à la vente. Jusqu'à la vente, vraiment une fois que c'est clôturé, que tout est vendu, le mentor est là. Donc il va te montrer comment on divise, il va te montrer comment on fait les travaux, le suivi de travaux, etc. Comment on vend, quel objectif, quelles sont les stratégies de sortie. Donc très important, la stratégie de sortie de ton opération. Et surtout, il va te trouver le financement. Il va t'aider à trouver le financement. Il va t'aider à monter ton dossier bancaire. Il va te donner accès à sa banque régionale. Parce que souvent, on a... Toi, tu le fais ça? Bah ouais, moi, je le fais. Moi, sur les 3 projets, il y en a 2 qu'on finance en banque, tu vois. Donc, moi, je donne accès à ma banque. Alors que le gars tout seul en néo-marchand, la banque, il n'y a jamais d'avis. Ma banque, c'est jamais de l'avis, elle lui donne accès. Ma banque lui donne l'accès parce que je suis dans l'opération et que du coup, on crée une structure en dessous, et vu que je suis dans la SPV, le banquier dit OK, il y a un opérateur marchand de biens expérimenté, on est OK pour te financer. L'avantage, c'est que ça lui débloque son premier projet vis-à-vis de la banque. Ouais. Donc la banque, il est plus considéré comme néo-marchand. Exactement, il est plus considéré comme néo-marchand parce que les banques bloquent les premiers projets, et du coup
là, ça permet de... Donc, c'est vraiment un cercle vertueux, quoi. C'est-à-dire que tout le monde y gagne, en fait. Parce qu'à la banque, quand tu es néo-marchand, ils ne te financent pas parce que tu es néo-marchand. Comme tu es néo-marchand, tu peux faire une première opération et c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement, c'est insupportable. Moi, le banquier, quand il m'avait dit on finance pas les néo-marchands, je dis mais comment tu fais en fait pour accéder à la banque? Il faut bien que je fasse une première. Bah ouais, il faut bien que je fasse une première, tu vois. Donc du coup, bah, tu es obligé de partir sur de l'association tout de suite. Alors que là, tu peux, sur des financements alternatifs. Sur des financements alternatifs, crowdfunding, où ils te prennent 16% de... tu te fais démonter. Tu te fais démonter. Crowdfunding, c'est... Voilà. Généralement, c'est ça, c'est crowdfunding ou c'est des banques comme la Kesha qui vont te prendre, mais pareil, qui vont te prendre un peu plus parce qu'effectivement, elles savent très bien que personne va te financer. Exactement. Donc, et puis, ce qui est bien, c'est d'avoir un partenaire sur le long terme. Moi, je travaille avec une banque régionale, je suis partenaire avec eux. Et puis un partenaire local aussi, parce que ta banque, elle va te suivre. Elle me suit sur les opérations locales. Mon banquier s'est déjà déplacé sur des opérations, parce qu'il connaît le métier, donc il est venu voir ce qu'on faisait, etc. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, tu sais que tu as un partenaire solide derrière toi qui t'accompagne sur tous tes financements. Tu veux partir sur l'entrepreneuriat après, ou même sur une SCI à titre perso en locatif, bah, tu as un partenaire bancaire qui va te suivre. Tu as un pied dans la banque. Tu as un pied dans la banque, tu peux aller placer en assurance vie, en ETF avec lui, tu vois, tu peux vraiment structurer tout ton business. Et donc, c'est important de débloquer cette opération, cette première opération avec un partenaire bancaire. Et l'accompagnant, le mentor, lui, il va pouvoir t'aider à ça. Ouais, surtout que la banque, ça reste quand même le meilleur moyen de se faire financer, le plus rentable. Tu fais presque x2 sur ton apport. C'est logique. Tu as 20% d'apport, 20% de marge à la fin. C'est QFD, tu fais presque 20 points donc, un x2, t'imagines, c'est quand même pas rien, quoi. Tu mets 200 000, ton OP va au moins te rapporter 180, 200 000 euros de marge. Donc, il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est quand même pas rien. Même Bitcoin, je pense qu'il te propose pas ça en 12 mois. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie de faire du marchand de biens avec toi. Avec plaisir. C'était vraiment incroyable quand je t'ai rencontré. Ça fait quand même plusieurs temps qu'on se parle, ça fait plusieurs années. Je crois qu'on est à notre 3e interview ensemble et vous les verrez pas parce qu'ils ont un petit peu disparu dans les limbes. Mais on voit vraiment l'évolution. Quand tu arrives, après l'interview que je fais avec toi, c'est tu veux te lancer dans le marchand de biens, tu as un potentiel de faire 1 million de CA. Aujourd'hui, tu l'as explosé, tu fais largement plus. Mais voilà, j'ai vu toute l'évolution, toute la montée en puissance. Et en tout cas, tu montres qu'avec la bonne discipline, le bon accompagnement, et ce qui est cool avec ce que tu as mis en place avec les mentors, c'est que voilà, on peut vraiment être sur le terrain. Tu as structuré ça de manière militaire, c'est cadré, c'est-à-dire que je peux être à Bordeaux, à Lille, à Nice, à Toulouse ou à Annecy, je vais avoir quelqu'un de ton équipe avec qui je vais pouvoir me former dans le marchand, avec qui je vais pouvoir faire mes premières opérations. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui hésite, il n'y a plus de... Non, exactement. En fait, tous les mentors vont impliquer le même process, on les a formés, T'as dupliqué des mini-maximes. Exactement. Mais en fait, c'est ça. J'ai dupliqué un peu tout ce process militaire cadré partout en France. Là, actuellement, on a 15 mentors partout en France. Donc, du coup... Et dans les dom-toms. Et dans les dom-toms également, à La Réunion, pour le dire. Donc, c'est quand même pas rien d'avoir quelqu'un à La Réunion, quand même. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que même eux, ça les fait monter en compétences aussi. Et ils sont aussi force de proposition. C'est-à-dire que j'ai pas la science infuse. Du coup, on a pu échanger, adapter le process par rapport aussi à comment eux, ils fonctionnent. Et du coup, là, on a fait vraiment une machine de guerre. Parce que t'amènes mon cadre et t'amènes tous les retours terrain de partout en France parce que chacun a ses problématiques. C'est extraordinaire. Là, ce qu'on a fait avec le programme Mentor, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, n'a pas été encore fait en France. Je suis d'accord. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. En tout cas, merci Maxime. On a passé 1 heure ensemble. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera la prochaine fois avec un autre invité. En tout cas, vous avez vu, on peut être militaire et devenir marchand de biens. Voilà, on peut être tout en fait. Et la vie, c'est vraiment ça. Il faut juste oser, il faut juste sortir, il faut juste discuter avec les gens. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Au pire, vous allez vous foirer. Il n'y aura pas mort d'homme. Ok, c'est pas grave. Et on échoue tous. On a tous des problèmes. On a tous des choses à surmonter. Mais en tout cas, si vous avez une vision, si c'est l'immobilier, si c'est quoi que ce soit d'autre, vous savez, comme ils disent les Américains, ce gut feeling, c'est dans vos tripes, faites-le. Le pire, c'est d'avoir des regrets. En tout cas, je vous remercie. Merci Maxime. Merci. Et à la prochaine pour un prochain épisode des Experts de la Pierre. Ciao.